De commencer. Déjà, merci de vous être inscrit à notre atelier sur la cession d'entreprise. L'objectif de cette présentation, ça va être de voir les optimisations avant de céder son entreprise, mais également le remploi des capitaux, qu'on va essayer d'être le plus exhaustif possible en 1 heure. Et pour cela, nous sommes tous les 4 à vos côtés. José Rodriguez, qui est l'un de vos confrères, je te laisse peut-être te présenter. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, c'est avec plaisir que j'interviens aux côtés d'Experts et Finances ce soir. Donc José Rodriguez, expert comptable comme certainement la majorité d'entre vous. Je suis installé dans les Hauts-de-Seine et également dans le département du Val-de-Marne, un cabinet d'une 22 collaborateurs. Et Experts et Finances intervient à nos côtés. On a la chance d'avoir Experts et Finances à nos côtés puisque je suis membre du réseau CABEX. Et donc Experts et Finances est depuis quasiment l'origine du réseau partenaire de CABEX. Et donc à ce titre, au travers des expertises d'Experts et Finances, eh bien, nous avons la faculté de mettre en relation nos clients avec des gens qui ont l'habitude de travailler sur ces sujets qui sont très complémentaires, évidemment, de nos missions. Et donc, j'aurai la possibilité, au cours de cette réunion, d'intervenir pour, entre autres, évoquer des sujets qu'on a pu parcourir ensemble. Et de notre côté, tous les trois, on est salariés d'Experts et Finances. Donc Christophe Smech, qui s'occupe de toute la partie sociale, c'est vraiment l'expert de ces questions-là. Donc le social, ça va être tout ce qui va toucher à l'optimisation de la rémunération, la retraite, la prévoyance. Et c'est des sujets fondamentaux sur la cession d'entreprise. Donc c'est pour ça qu'il intervient à notre côté. Et de toute façon, le social a vraiment sa place dans notre métier au quotidien. Et avec Rémi Delru et donc moi-même, Amélie Ziegelmeyer, on est conseillers en gestion de patrimoine à l'Agence de Paris. Donc, on va passer 1 heure ensemble. Donc, au programme de notre heure, on va revenir sur le contexte d'investissement, puisque ça nous paraissait important de prendre quelques minutes pour refixer le contexte et notre vision de la gestion de patrimoine. Après, en quelques minutes, on reparlera d'une cession d'entreprise classique, comment ça se passe en l'absence d'optimisation. Puis, on rentrera dans le vif du sujet en vous parlant de 2 optimisations principales, qui sont la donation avant cession et l'apport avant cession. Et enfin, il y aura aussi les enjeux sociaux, comme je le disais, c'est vraiment un axe primordial, donc faut qu'on en parle. Et enfin, on terminera et on gardera une 20aine de minutes pour vous montrer un cas pratique qu'on a traité au niveau de l'agence pour que tout ce qu'on vous aura dit avant devienne plus concret et que vous voyez une illustration opérationnelle. Donc j'espère que le programme vous convient. Et en tout cas, nous, c'est un sujet qui nous passionne. Donc on espère qu'on arrivera à le rendre intéressant pour vous. Et si vous pouviez prendre 1 minute à la fin pour nous mettre vos commentaires sur le questionnaire qu'on a complété, on vous en remercie par avance. Donc au niveau du contexte d'investissement, il faut savoir que dans les 10 ans qui arrivent, les experts estiment à peu près à 600 000 cessions d'entreprise les PME. Donc c'est vraiment un enjeu stratégique des cabinets d'expertise comptable, puisque contrairement à ce qu'on pourrait penser, votre accompagnement auprès des dirigeants ne s'arrête pas au moment de la cession. Il peut se poursuivre et nous, notre rôle, c'est aussi de vous accompagner à poursuivre cette relation avec le client, puisqu'on va le voir ensemble, au travers l'heure passée ensemble, qu'on peut prévoir des optimisations qui font appel à des créations de sociétés, notamment des holdings, des sociétés patrimoniales, des sociétés familiales, qui fait que la continuité avec vous perdure au-delà de la cession d'entreprise. Donc c'est aussi ce qui est intéressant dans ce sujet. Et un autre élément qui est important sur ce slide, je ne sais pas si vous l'avez observé au niveau de vos clients dans vos cabinets respectifs, mais nous on l'observe énormément, c'est l'âge des cédants. Il faut savoir qu'avant, on cédait surtout proche de la retraite. C'est de moins en moins le cas, puisque pour les PME et les ETI, on est à peu près à la moitié de dirigeants qui cèdent avant leurs 55 ans. Et on arrive même pour les TPE à presque 70% avant leurs 55 ans. Donc, ce qui signifie qu'il y a une période intermédiaire entre le moment où je cède et mon départ à la retraite, sur laquelle il va falloir se concentrer et aider les dirigeants, puisque se retrouvent du jour au lendemain sans rémunération, ou en tout cas avec une très faible rémunération. Il faut pouvoir leur reconstituer un complément de revenu, continuer à cotiser pour leur retraite, avoir un statut social. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles les dirigeants nous attendent, puisque c'est extrêmement anxiogène pour eux. Donc c'est un élément vraiment important. Et donc on voulait aussi partager avec vous notre vision de la gestion de patrimoine, puisqu'il y a d'un côté le patrimoine professionnel, que vous connaissez bien, il y a également le patrimoine personnel, et entre ces 2 stocks, il y a des interactions, des flux, et autour, il y a tout un tas de paramètres qui gravitent et qui vont influer l'ensemble. On pense notamment aux aspects juridiques, aux aspects fiscaux,
Alors, on avait préparé un slide. Je vous avoue qu'on ne vous l'a pas mis parce que ça retraçait tout l'historique de la fiscalité depuis une quinzaine d'années. Et on sait qu'elle est assez mouvante. Donc, on s'est dit qu'à 17h, on allait vous épargner des mots de tête. Mais sachez que c'est quand même des éléments, de toute façon, vous avez l'habitude puisque vous le pratiquez au quotidien, mais qui sont assez complexes. Après, évidemment, tout ce qui est conjoncture économique, ça va influer. Selon si on est en période de crise, et on le voit bien avec la crise qu'on traverse actuellement, ou en période de forte croissance, nos comportements ne sont pas du tout les mêmes. De même, on parlait de l'importance sur le social à prendre en compte. On disait que c'est des choses qui sont anxiogènes pour les dirigeants et vraiment, nous, on l'observe quotidiennement. Et puis, il y a évidemment l'aspect budgétaire. Nous, vous allez voir au travers du dossier qu'on va traiter que c'est vraiment l'aspect prioritaire. C'est ce qui conditionne tout le dossier. On aura l'occasion d'en reparler dans le cas pratique. Et puis, avec ces ensembles de ces éléments, il y a évidemment la situation du client qui va jouer, son patrimoine, sa situation familiale, s'il est confronté à des choses difficiles type divorce ou deuil, ou des choses un peu plus positives comme des mariages ou des naissances, ça va forcément avoir des répercussions sur son organisation. On va le voir ensemble. Et puis, ce qui va conditionner le tout, ça va être les objectifs du client. C'est important d'avoir ce temps de connaissance pour voir lui, où est-ce qu'il veut aller, quels sont ses objectifs pour qu'on puisse l'accompagner au mieux. Mais tout ça, tout ce schéma, il est possible qu'à une seule condition, c'est qu'on travaille ensemble, qu'il y ait de l'interprofessionnalité. Parce qu'on a tous des compétences qui sont extrêmement variées, on est complémentaires. Et aujourd'hui, si on veut être exhaustif au niveau des clients, surtout sur un sujet aussi important que la cession d'entreprise, qui est vraiment quelque chose de primordial pour eux, c'est vraiment un élément clé de leur aventure professionnelle, il faut impérativement qu'on travaille ensemble. Donc quand je dis en interprofessionnalité, c'est évidemment avec vous, mais également avec les avocats, les notaires, et il n'y a que comme ça qu'on arrive à être exhaustif. En tout cas, nous, c'est notre conviction. Je ne sais pas si c'est la vôtre, vous nous le direz par la suite, mais on est convaincus de ça. Et pour la petite histoire, Experts et Finances avait été créé au départ justement pour accompagner les experts comptables à apporter ce conseil patrimonial à leurs clients. Donc c'est pour vous dire à quel point ça fait partie de notre ADN, ce besoin d'interprofessionnalité. Amélie, si tu permets, sur le slide que tu montrais à l'instant, cette approche globale qui est celle d'Experts et Finances, très clairement, les clients l'ont vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que quand ils s'adressent à un expert comptable, il n'y a pas de coupure entre le professionnel et le privé dans leur approche. L'expert comptable est très souvent l'homme de confiance, ou la femme de confiance, bien sûr. Et on est dans un sujet où on touche à tous ces sujets et ces aspects. Et c'est vrai que le fait de s'appuyer ensuite sur votre expertise nous permet de mettre des points de précision et d'être beaucoup plus constructif vis-à-vis du client dans son approche. Et donc aujourd'hui, par rapport à la thématique donc, de la cession d'entreprise, on voulait déjà mettre en exergue les questions que vos clients, les chefs d'entreprise, vont se poser au moment où ils vont appréhender cette cession. Donc la première question qui revient, la toute première en général, c'est à quelle sauce je vais être mangé, donc quelle sera ma fiscalité. Ensuite, il y aura également la question sur le train de vie, le budget. Comme le disait Amélie tout à l'heure, les chefs d'entreprise cèdent leur outil professionnel de plus en plus tôt, et donc on est vraiment confronté aujourd'hui à des problématiques en termes de train de vie. Comment vais-je conserver mon train de vie ? Ensuite, il y a la question également du statut social, donc comment me créer un statut social, et également comment me générer des droits pour ma retraite. Ensuite, il y aura également la question du réinvestissement des capitaux. Et enfin, et nous, c'est là où on va commencer à faire entrer notre expertise, c'est par rapport à la stratégie qu'on va mettre en place sur la cession, qu'est-ce que le client pourra peut-être donner à son conjoint, à ses enfants, qu'est-ce qu'il pourra potentiellement apporter à une holding, et on va rentrer tout à l'heure dans ce sujet. Et donc, c'est des choses qu'on va construire, qu'on va bâtir avec vous et avec votre client pour avoir une stratégie qui s'accorde au mieux à la situation patrimoniale globale, comme vient de l'expliquer Amélie, du client. Donc là, on vous a mis, dans un premier temps, vraiment le schéma basique sans préparation. Donc là, c'est vraiment sans aucune optimisation. Donc le client qui détient sa société d'exploitation va céder les parts de sa structure. Donc à ce moment-là, va être imposé au niveau de sa potentielle plus-value. Et ensuite, si le client souhaite transmettre à ses enfants, il va réaliser des donations. Et là-dessus, on aura donc des droits de mutation à titre gratuit qui vont être dus par le client. Donc là, on est bien d'accord, ce schéma-là, c'est vraiment un schéma sans aucune optimisation, sans aucune préparation. Et on voit bien du coup dans le schéma que d'un point de vue fiscal, le client va passer par la case impôt
à 2 reprises à la suite. Un petit focus par rapport à la fiscalité sur la plus-value, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 1er janvier 2018, il y a eu des changements concernant la fiscalité sur la plus-value, avec l'arrivée de cette fameuse flat tax à 30%. Donc aujourd'hui, au niveau de la plus-value sur les valeurs mobilières, pour tous les titres qui ont été acquis avant le 1er janvier 2018, on a encore le choix entre la fiscalité au niveau de la déclaration d'impôt sur les revenus et donc bénéficier des fameux abattements qui sont d'autant plus intéressants lorsque on est dans le cadre d'une PME nouvelle, donc soit une création, soit une PME qui a été reprise dans les 10 premières années, ou alors cette fameuse flat tax. On vous a juste mis donc cette slide pour juste mettre en évidence que ce choix entre flat tax et déclaration sur les revenus, il doit faire l'objet de simulation. Parce qu'en fonction des autres revenus du client, donc de ses revenus professionnels, des revenus fonciers, mais également des revenus de valeur mobilière, on ne va pas du tout être sur la même logique en termes de fiscalité. Aussi, et ça c'est vraiment un point d'attention, il faut savoir que quand on fait le choix sur une année fiscale pour l'une des options, donc PFU ou impôt sur les revenus, cette option s'applique pour tous les revenus de valeur mobilière du client. Donc c'est pour ça que ça va être quand même réfléchi et regardé en amont. Et donc maintenant, le but aujourd'hui de notre formation, ça va être de mettre en exergue les stratégies avant session. Donc on va vous énumérer un certain type de stratégie qu'on peut être amené à proposer à vos clients qui souhaitent préparer la session de leur entreprise. La première stratégie, ça va être la donation avant session, où le principe, ça va être, avant que la session soit réalisée, que le dirigeant d'entreprise donne une partie de ses titres, en l'occurrence souvent en général à ses enfants. Il va pouvoir bénéficier d'un abattement de 100 000 € par parent et par enfant. Cet abattement est renouvelable tous les 15 ans. Et le fait de donner en amont de la session les titres à son enfant, ça va permettre de purger la plus-value. Donc le repreneur achètera les titres à l'enfant directement et la plus-value sera purgée. Donc attention, il faut vraiment avoir une intention libérale de donner. Le but, c'est pas de transmettre à son enfant, purger la plus-value et puis reprendre l'argent. C'est évident, mais je préfère quand même le repréciser puisqu'il y a eu évidemment des contentieux et de la jurisprudence dessus. Après, ce qui est important de vous préciser, c'est la chronologie des opérations à respecter. Il faut vraiment être vigilant là-dessus pour pas que ce soit remis en question au niveau de la donation. Donc il faut vraiment, idéalement, que ça ait lieu le plus tôt possible. Avant le protocole, si vous pouvez. En pratique, ce n'est pas toujours le cas, y compris dans les dossiers qu'on traite. Mais il faut vraiment que ce soit avant la levée de la dernière condition suspensive, puisque pour l'administration fiscale, elle juge que la vente est parfaite à partir du moment où la dernière condition suspensive est levée. Et si vous êtes dans ce schéma-là, dans ce cas-là, il n'y a aucune remise en question et donc l'optimisation est totale pour le dirigeant. Donc après, la question qui se pose, quand on a envie de transmettre du patrimoine à ses enfants, c'est est-ce que je leur donne en pleine propriété ou est-ce que je leur donne en nue propriété ? Donc évidemment, dans les deux cas, on a des avantages et des contraintes. Donc tout va dépendre de votre situation personnelle, du nombre d'enfants, de votre patrimoine, de vos revenus, de votre âge. Donc c'est pour ça qu'il faut étudier chaque dossier au cas par cas. L'avantage de donner en pleine propriété, c'est que ça va permettre déjà de donner réellement des capitaux à l'enfant, puisqu'il aura après la libre disposition, avec toutefois une petite nuance. Si jamais vous souhaitez encadrer l'argent qu'il va recevoir et prévoir des cas pour dépenser cet argent type achat d'une résidence principale, financement d'études, sachez que c'est tout à fait possible. Et c'est d'ailleurs très souvent le cas. Donc ça, c'est le cas où on donne en pleine propriété, donc l'enfant a les capitaux. Le point négatif pour le dirigeant, c'est qu'il perd du coup ces capitaux-là, en tout cas le contrôle et la gestion. Après, l'avantage d'un point de vue fiscal, c'est qu'on purge la totalité de la plus-value. En revanche, si on donne la nue propriété, là, ça permet à l'inverse pour le dirigeant de conserver le contrôle des capitaux, les revenus, puisque c'est l'usufruitier qui perçoit les revenus, si par la suite il y a des investissements qui donnent lieu à des revenus. Et ça va permettre de purger une partie de la plus-value sur la nue propriété. Donc on ne purge pas la totalité, mais il y a un contrôle des capitaux. Donc vraiment, tout dépend de ce que vous voulez faire. Et sachez qu'on peut tout à fait mixer les donations. Et d'ailleurs, on le verra dans le cas pratique, souvent on fait une partie en pleine propriété et une partie en nue propriété. Comme ça, ça permet d'avoir les avantages des deux solutions possibles. On vous a remis l'abattement, que vous connaissez certainement.
Dans le tableau à gauche, on voit tout de suite qu'assez rapidement, on est à 20% de taxation des 16 000 euros, sachant que c'est après l'abattement des 100 000 euros dont je parlais il y a quelques minutes. Et on voit que pour un patrimoine supérieur à 1,8 million, on est à 45%. Sachant que ce barème, il est par parent et par enfant. Donc on voit que ça peut être quand même très confiscatoire, entre 20 et 45%. Et à droite, vous avez le barème en fonction de l'âge de l'usufruitier pour les donations en nue propriété. Donc plus vous avancez en âge, plus ça vous coûte cher de donner, puisque forcément la valeur de nue propriété va augmenter. D'où l'importance d'anticiper. S'il n'y a qu'une chose, je pense, à retenir de notre formation d'aujourd'hui, ce sera plus on anticipe, mieux les choses se passent. C'est vrai pour tout. Et ce qui est important aussi de préciser, c'est que selon le régime matrimonial de votre client, on ne va pas forcément disposer des mêmes abattements. Si par exemple, il est marié sous un régime de communauté réduite aux acquis, même s'il est le seul associé de ces titres de société, il va pouvoir bénéficier du double abattement, puisque les parts, même si c'est le seul associé, elles sont réputées appartenir aussi à hauteur de 50% à son conjoint. Donc ça permet de doubler les abattements. Donc c'est une optimisation supplémentaire. Il y a une autre optimisation, j'en profite, je fais un aparté, si vous êtes en séparation de biens, vous pouvez aussi donner à votre conjoint. Jusque 80 000 euros, on ne paye pas de droit de donation. Et nous, on le voit beaucoup dans des dossiers pour des partenaires de PACS ou des personnes mariées en séparation de biens qui en profitent pour donner une partie à leur conjoint pour purger la plus-value. Par rapport aux donations, pareil, un petit aparté, mais parce que ça ne fait pas du tout l'objet de la formation d'aujourd'hui, parce que ça fait vraiment l'objet, pour le coup, d'une formation à part entière. Mais il y a également un outil juridique qui est exceptionnel, qui est quand même le pacte du Treil, qui aujourd'hui est encore un peu sous-utilisé. On en voit quand même beaucoup aujourd'hui qui arrivent, qui seraient du coup totalement dans le cas d'un pacte du Treil. Et donc cet outil-là, il ne faut pas non plus hésiter à le proposer aux clients, notamment pour anticiper la transmission lorsqu'on a en général un enfant repreneur. C'est 75% d'abattement, et on parlait tout à l'heure d'anticipation. Quand on anticipe la cession d'entreprise et qu'on respecte le délai de conservation une fois qu'on a donné, même si on n'a pas un enfant repreneur, finalement, on pourrait mettre en place le pacte du Treil. Mais attention, faut que ce soit encadré. Mais voilà, c'est pour dire que plus on anticipe, plus il y a d'outils qui s'offrent à nous. Là, ce slide, il est un peu complexe, mais on va quand même prendre une minute pour vous l'expliquer, parce que c'est intéressant de le savoir. Quand il y a une donation en démembrement, donc quand on donne la nue propriété, comment ça se passe une fois que les titres sont vendus ? Si vous n'avez pas prévu de convention de démembrement, le démembrement s'arrête au jour de la cession, ce qui signifie que chacun récupère son argent. Si on prend l'exemple d'une entreprise d'1 million, pour simplifier les calculs, avec un usufruitier qui aurait une cinquantaine d'années, 55 ans par exemple, l'usufruit vaut 50%, la nue propriété vaut 50%. Le jour où vous vendez, le père, on va dire dirigeant, récupère 500 000 euros, le fils 500 000 euros. Fin du démembrement. Chacun paye sa plus-value. Donc l'usufruitier va bénéficier des abattements et le nu propriétaire paye la plus-value, mais comme en général les opérations sont concomitantes, on a donné sur une valeur qui était proche du prix de cession, voire le prix de cession, ce qui fait qu'il n'y a pas de plus-value pour l'enfant repreneur. Enfin, pas repreneur, l'enfant bénéficiaire de la donation, excusez-moi. Donc voilà, ça c'est le cas numéro 1. Si vous prévoyez une convention de démembrement, il y a 2 cas possibles. Soit il y a un remploi qui est prévu, et là chacun, ensemble, ils vont réinvestir dans un nouvel investissement et le démembrement perdure. Donc le dirigeant conserve l'usufruit, l'enfant la nue propriété. Ce qui permet à terme, au jour de la succession, d'optimiser les choses, puisque quand l'usufruit s'éteint, le nu propriétaire devient plein propriétaire. Donc là, on est dans une optimisation totale au niveau fiscal, mais il faut le prévoir. Par contre, la particularité, c'est que c'est le nu propriétaire qui va payer l'impôt. Donc, pour son parent usufruitier, c'est lui qui paye l'impôt. D'où l'importance de le prévoir, puisqu'il n'a pas les liquidités, puisqu'il n'est que nu propriétaire. Ou sinon, il y a le cas du quasi-usufruit, mais honnêtement, depuis qu'il y a le mini-abus de droit, les notaires sont frileux sur le sujet, et depuis que le mini-abus de droit est passé, nous, on n'a aucun de nos notaires partenaires qui accepte de faire des quasi-usufruits au moment de la donation, donc on l'a quand même mis pour savoir que ça existe. Le quasi-usufruit, c'est quand l'usufruitier peut consommer la totalité du patrimoine reçu, à charge pour lui de rembourser les héritiers au moment de la succession avec une créance de restitution. Donc dans l'exemple des 1 million de tout à l'heure, il pourrait totalement les consommer, le million d'euros. Par contre, l'enfant aurait une créance de restitution de 1 million au jour du décès. Mais il faut qu'il reste du patrimoine par ailleurs.
Et José me faisait une petite remarque par rapport au pacte Dutreil. En effet, le pacte Dutreil n'est pas uniquement réservé à tout ce qui est donation dans la famille. C'est-à-dire que vous pouvez très bien donner à un associé ou en tout cas à un tiers et bénéficier du pacte Dutreil. Donc, petite précision par rapport à ça. Donc, après les donations, en termes d'outils juridiques qu'on a à notre disposition pour optimiser une éventuelle cession, on a la stratégie de l'apport-cession. En quoi cette stratégie consiste ? Ce fameux chef d'entreprise, donc qui détient ses parts, apporte en amont de la cession ses parts à une société holding. À ce moment-là, on va bénéficier du report de la plus-value qui nous est dicté par le 150 0 Beter. Donc il n'y aura pas de fiscalité à payer à ce moment-là. Et ensuite, le client, le chef d'entreprise, via sa holding, donc cède les titres de la société d'exploitation. Au niveau de l'apport-cession, on a donc des caractéristiques techniques à respecter. Tout d'abord, lorsque l'apport a eu lieu moins de 3 ans avant la cession, à ce moment-là, on a une obligation de réinvestissement de 60% du prix de cession dans une activité éligible. Donc là, nous, on voit dans les différents dossiers qu'on traite 2 solutions. La première, c'est soit le chef d'entreprise souhaite recréer une autre entreprise, souhaite se relancer dans une autre activité, et à ce moment-là, il réinvestit les fonds à travers de sa holding dans cette activité. Soit, nous, on a à notre disposition des fonds qui sont éligibles donc au 150 0 Beter. Il faudra en faire attention par rapport à ce réinvestissement parce que ça ne peut pas être du réinvestissement patrimonial. On ne peut pas réinvestir dans un bien immobilier pour respecter les conditions qui sont dictées par le 150 0 Beter. Donc, si on cède avant 3 ans suite à l'apport, à ce moment-là, on réinvestit obligatoirement 60%, sinon la plus-value qui aura été reportée est exigible. On doit la payer à ce moment-là. Il faut savoir que l'investissement dans lequel on va réinvestir, dans lequel le chef d'entreprise via sa holding va réinvestir, doit être d'une durée minimale d'1 an. C'est-à-dire qu'il doit donc conserver soit les parts, soit les titres pendant 1 an suite au réinvestissement. S'il conserve bien pendant minimum 1 an ces titres, à ce moment-là, le report perdure. Sinon, pareil, le report tombe et la plus-value est exigée. Autre hypothèse, si la cession intervient plus de 3 ans après l'apport, à ce moment-là, on n'a pas d'obligation de réinvestissement. Donc on n'a plus cette obligation de 60% de réinvestissement. C'est pour ça qu'encore une fois, au plus on anticipe, au plus on sera libre derrière de réinvestir comme on le souhaite. Par contre, chose importante, une fois qu'on a réalisé cette opération d'apport-cession, on ne peut pas faire d'opération sur le capital de la holding. Et ça, c'est important de le préciser. Parce qu'une fois qu'on a cédé les titres, on va donc avoir de la trésorerie dans la holding. On ne peut pas imaginer, par exemple, faire des opérations de réduction de capital. Parce qu'à partir du moment où on touche au capital de la holding, le report tombe directement. Donc la fiscalité est due. Il y a 2 choses qui nous permettent d'avoir ce report qui tombe définitivement. C'est soit la voie de succession. Dès qu'il y a une succession, ce report tombe définitivement. La plus-value sera définitivement purgée. L'autre solution, c'est de donner les titres de la société holding suite à cette cession. Là, pareil, on a des contraintes. La contrainte, c'est que le donataire, celui qui reçoit les titres, doit conserver à minima 18 mois les titres de la holding. S'il conserve bien pendant 2 ans les titres de la holding, à ce moment-là, pareil, la plus-value est définitivement purgée. Donc on n'a plus ce report de plus-value. L'avantage de l'apport-cession, donc de cette stratégie, c'est de purger du coup cette fameuse plus-value. Parce que vu qu'on a ce report au moment de l'apport, on n'aura pas de plus-value à payer une fois qu'on cède. En tout cas, si les opérations sont concomitantes et si on cède donc juste après l'apport. Le but de cette holding derrière, ce sera quoi ? Ce sera d'avoir une structure patrimoniale, donc une structure tirelire, qui pourra servir à générer des revenus pour le chef d'entreprise, pour sa famille. Donc ça, c'est vraiment le but d'un point de vue patrimonial. Ce qui nous va bien parce que tout à l'heure, on vous disait que les chefs d'entreprise, en général,
doivent se reconstituer un statut social ou doivent se constituer des droits pour la retraite. Donc le fait d'avoir une structure dans laquelle on va générer des revenus, ça nous aide derrière pour ces stratégies de reconstitution de statut social. Ensuite, et ça c'est un autre avantage également, c'est que si la holding dans laquelle on a apporté les titres détient les titres depuis plus de 2 ans, on va pouvoir bénéficier des niches copées. C'est-à-dire qu'une fois qu'on cède les titres, on aura juste une quote-part à déclarer sur le prix de cession de 15% qui sera taxé à l'IS. Par contre, et ça c'est les limites de la stratégie d'apport-cession, c'est qu'en amont, et comme on le disait tout à l'heure, ça mérite une analyse un peu plus profonde de la situation du client. Pourquoi ? Alors parce qu'il faut quand même garder un peu de cash pour le client, pour d'autres projets patrimoniaux, ou tout du moins même pour combler ses besoins en termes de train de vie. Donc en général, ce type de stratégie, ça va se mixer avec soit de la cession directe à côté, soit via des donations aux conjoints ou aux enfants de l'autre. Alors, sur les enjeux sociaux, je ne sais pas si vous m'entendez bien, attendez. Là, vous m'entendez peut-être mieux. Donc, sur les enjeux sociaux, en fait, on va avoir 4 problématiques qui vont se présenter. La première, qui est bien connue, c'est la partie retraite. Sur la partie retraite, en fait, on va avoir différentes problématiques. Justement, je rebondis sur ce que Rémi disait, en fonction justement d'une reprise d'activité ou pas. On disait tout à l'heure en fait que les cessions d'entreprise se passent aujourd'hui beaucoup plus tôt qu'avant. Avant, c'était beaucoup une cession d'entreprise au moment du départ en retraite. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On voit des cessions, par exemple, à 50, 55 ans. Et donc, pour une cession, si je reste sur cet exemple à 55 ans, forcément, ça dépend de ce que va faire le dirigeant. S'il reprend, et puis il peut décider en plus, le dirigeant, de reprendre une activité, mais il peut y avoir un petit délai de latence entre la reprise de l'activité et la cession de son entreprise. Et donc, comment tout ça va avoir des impacts sur la retraite ? Nous, l'idée ici, c'est de faire des scénarios. Donc, la mission qui est en face, elle est bien connue, c'est le bilan retraite. Mais là, ça va être un bilan retraite vraiment personnalisé en fonction de différents scénarios. C'est ça qui va intéresser le dirigeant. Aujourd'hui, des outils de bilan retraite, il y en a plein. On peut faire plein de simulations. On peut même en faire via le site de l'assurance retraite. Donc, la question, ce n'est pas d'avoir l'outil, c'est plus de faire des simulations qui vont aller dans le sens de la situation du client. Et ça, en général, c'est quelque chose qui est plutôt mal maîtrisé par le client. Donc, c'est là où on peut l'accompagner. Ce n'est pas juste une question d'outil de chiffrage en réalité. La deuxième chose, c'est les revenus de substitution. Si justement j'ai une rémunération, en plus ces revenus de substitution, ils peuvent poser problème en fonction des écarts de rémunération qu'il va y avoir dans le couple, si la personne est en couple ou même en famille. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire finalement pour récupérer des revenus de substitution et sous quelle forme ? Et c'est là où en fait on va vous rejoindre dans ce type de mission. C'est des choses que vous maîtrisez, mais nous, on peut y apporter quelques détails au niveau des impacts, notamment sur le choix de la forme juridique de la structure qui va entraîner, si le dirigeant reprend une activité, qui va entraîner donc des impacts sur forcément son statut social et derrière donc sur sa forme de rémunération et sa protection sociale. Le troisième point, c'est donc justement la partie protection sociale. Et encore une fois, la protection sociale, donc sur la partie notamment par exemple de la prévoyance, ça va avoir des impacts, notamment, comme je disais, sur des personnes qui sont en couple. S'il y a des écarts de rémunération, forcément, parfois, le dirigeant a pris ses précautions. Quand en tout cas, c'est le dirigeant qui a la plus forte rémunération dans le couple. Par exemple, en cas de décès, de se dire, tiens, je mets des capitaux décès qui font qu'en cas de décès, il y aurait un certain montant qui partent soit à mon conjoint, soit à mes enfants, notamment pour des questions de droit de succession. Et bien là, avec cette cessation d'activité, en général, ces contrats-là disparaissent. Donc, on peut les récupérer, mais ils vont être financés à titre personnel. Et donc, il y a ce sujet-là qui, en général, est omis parce que, tout simplement, enfin, ou pas, le dirigeant se pose la question, en tout cas, de savoir que vont devenir ces contrats. Mais dans une session, ce n'est pas toujours la première question que se pose le dirigeant. Donc, une question, le dernier point, c'est justement sur ces contrats facultatifs. Il y a la partie régime obligatoire qui concerne la retraite et la partie protection sociale. Et il y a éventuellement des contrats qui ont été mis en place, soit de façon collective parce que le dirigeant est président de SAS, donc assimilé salarié, et qu'il bénéficie des mêmes contrats que les autres cadres dans la structure, soit éventuellement, si c'est une SARL et qu'il a le statut de travailleur non salarié, via des contrats dits Madelin. Alors, évaluer les droits à la retraite, il va y avoir, comme je vous le disais, différents scénarios. Le premier, c'est de se dire que le dirigeant ne va pas forcément reprendre une activité.
Là, s'il est éloigné de la retraite, en général, on va tout de suite parler de choses qui sont le plus connues, à savoir le rachat de trimestre. Il faut savoir que le rachat de trimestre, ce n'est pas la seule façon de se générer des trimestres, et en plus, c'est coûteux. Donc le rachat de trimestre, c'est vraiment quand on n'a pas fait le nécessaire, qu'on en arrive à se poser la question du rachat de trimestre en fin de carrière. Et pour vous donner un ordre d'idée, plus on attend en plus pour acheter des trimestres, plus on se rapproche du départ en retraite, plus c'est coûteux. Une technique pour estimer un petit peu le montant d'un trimestre, vous prenez votre âge, vous multipliez par 100. Donc si vous avez 62 ans, vous dites à peu près 6 000 €, c'est le coût d'un trimestre. Donc si vous en avez 4 à racheter, ou 8, ou etc., c'est plafonné à 12 de toute façon, mais c'est quand même assez coûteux de racheter des trimestres. Donc s'il y a eu d'autres stratégies pour se générer ces trimestres, c'est peut-être là où il faut aller. Et justement, je vous parlerai tout à l'heure de quelque chose qui n'est pas connu des dirigeants, et pourtant c'est une solution assez simple. C'est ce qu'on appelle les cotisations volontaires pour la retraite. Il y a un deuxième point, c'est le 150 ODETER que vous connaissez, donc l'abattement de 500 000 €. Alors, ce qu'il faut, vous savez comment ça marche, il faut liquider ses droits à la retraite dans les 2 ans de la cession, donc soit avant la cession, soit après la cession. En tout cas, il faut qu'il y ait 24 mois entre la liquidation et la cession. Il n'y a pas d'obligation ça c'est des questions que j'ai déjà eues, de liquider à taux plein pour bénéficier du 150 ODETER. Il suffit simplement de liquider ses droits à la retraite. Mais du coup, il y a une question sur le bon moment pour liquider ses droits à la retraite dans les 2 ans si le dirigeant n'est pas tout à fait à taux plein. Donc voilà pour cette partie. Et en fonction aussi du taux plein, ou pas d'ailleurs, vous avez une possibilité, si le dirigeant veut continuer son activité, soit de faire plutôt ce qu'on appelle un cumul emploi-retraite, sauf que depuis 2015, vous le savez, le cumul emploi-retraite, on peut continuer son activité, mais les charges sociales ne permettent plus de générer des droits à la retraite complémentaires dans le cas d'un cumul emploi-retraite. Il y a d'autres stratégies du type je passe en SAS et je me distribue des dividendes. Voilà, ça c'est des choses qu'on va étudier en fonction de la situation du client, son besoin en protection sociale, etc. Je fais le relais sur ce que je vous disais tout à l'heure. Et juste une précision par rapport à l'abattement pour départ à la retraite de 500 000 € là, sur la fiscalité, sur la plus-value. Il faut savoir que ce régime-là, il devrait prendre fin au 31 décembre 2022. Donc là, s'il y a des clients qui sont concernés et qui souhaiteraient céder à court ou moyen terme, c'est vrai que ce sont aussi des choses à prendre en compte aujourd'hui. Donc sur le revenu de substitution, justement, c'est ce que je vous disais, ça rejoint un petit peu des choses que vous maîtrisez, vous, sur la forme juridique et le statut social du dirigeant. Nous, ici, l'idée, ça va être simplement de faire des simulations pour le client. C'est ça qui est important. S'il y a, par exemple, une stratégie d'apport-cession et qu'il y a une structure holding, est-ce que cette structure holding, elle est plutôt patrimoniale, ou est-ce que cette structure, il va y avoir une reprise d'activité, alors soit au niveau de la holding, soit au niveau d'une structure qui sera en dessous? Et dans ce cas-là, sous quelle forme il va se rémunérer? Plutôt dans la holding, plutôt dans la société d'exploitation on part sur une activité. Dans le cas où il y a une SCI, est-ce que s'il y a de l'immobilier qui est détenu, on peut considérer que la partie immobilière devient l'activité principale s'il n'y a pas eu de reprise d'activité par ailleurs, et donc peut-être tirer une rémunération de cette SCI. Si c'est une SCI à l'IR et que c'était un BIC, on n'aura pas les mêmes incidences que si c'est une structure à l'IS, avec éventuellement une rémunération de gérant TNS, etc. Donc voilà, ça c'est plein de petites solutions qu'on va essayer d'aller chercher justement quand on est éloigné du départ en retraite. Je donnais l'exemple des 50 ou 55 ans, pour se valider des trimestres, pour pouvoir... voilà. Vous savez que le système, en tout cas, tant qu'il n'aura pas été réformé, et même si on allait sur une réforme des retraites telle qu'elle nous était présentée avant la crise Covid, toutes les personnes nées après 1975 étaient concernées par un mix entre le système actuel et le système à points. Donc forcément, pendant un certain temps, une partie des dirigeants vont être concernés par cette histoire de trimestre qui reste quand même le pilier du système actuel des retraites. Donc voilà pour cette partie. Sur la partie justement cotisation volontaire, j'y viens, je vous en ai parlé.
Ce qu'il faut savoir en fait au niveau des cotisations volontaires, c'est qu'il y a la possibilité en fait de continuer de cotiser pour la retraite, et ça c'est vraiment quelque chose qui est méconnu en général. Comme je vous disais, on parle plutôt de rachat de trimestre, alors qu'en fait c'est une très bonne solution. Dès lors qu'on n'est plus en fait affilié à un régime de retraite, on a la possibilité de se rapprocher de sa caisse de retraite à laquelle on était affilié dans les 6 mois de cessation de l'activité pour demander des cotisations volontaires. Il y a juste une petite subtilité entre les salariés et les indépendants. Quand vous êtes salarié, en fait, vous pouvez juste cotiser pour valider des trimestres. Quand vous êtes indépendant, donc sécurité sociale des indépendants ou par exemple profession libérale type expert comptable, ou même il y a juste une caisse qui est un peu particulière, c'est celle des avocats parce que sur le régime de base, ils sont à la CNBF aussi. Mais sinon, par exemple, toutes les professions libérales peuvent... alors, la spécificité pour les indépendants, comme je vous disais, c'est que non seulement les indépendants vont valider la partie base et la partie complémentaire. Voilà. On vous a mis un exemple par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, tout à droite. Ça coûte à peu près 10 000 € par an pour quelqu'un qui cotise à la sécurité sociale des indépendants. Quand vous mettez ça en face des 6 000 € pour un seul trimestre à 60 ans, donc x4, on voit bien que c'est plus intéressant de faire des cotisations volontaires plutôt que d'aller racheter des trimestres en fin de carrière. En plus, de toute façon, comme je disais, le rachat de trimestre est limité à 12 trimestres. Donc, dans mon exemple de la personne qui a 55 ans, le rachat de trimestre ne conviendra pas. Donc, voilà, il y a vraiment cette solution-là qui est méconnue, mais qui est très utile. Ensuite, il y a la partie protection sociale dont on vous parlait. Ici, on vous parle de la PUMA, en fait, qui est l'assurance maladie. En fait, depuis 2016, la protection universelle maladie, elle permet à quiconque sur le territoire français qui vit durablement sur le territoire français de bénéficier de l'assurance maladie. Et ça s'appelle en fait la protection universelle maladie. Simplement, en fait, il y a un point spécifique, c'est que pour pouvoir en bénéficier, on peut parfois être éligible à ce qu'on appelle une cotisation subsidiaire. Et elle peut être assez élevée. En fait, dès lors que vous avez des revenus d'activité qui sont inférieurs en fait, à 20% du PAS, donc à peu près 8 000 €, vous êtes éligible à cette cotisation subsidiaire maladie, potentiellement. Et en fait, comment est-ce qu'on réalise le calcul? Alors, c'est plafonné donc jusqu'à 8 PAS, d'accord? Vous avez un petit abattement, mais pour vous dire, en fait, vous appliquez à peu près 6,5% le taux pour la protection, la cotisation subsidiaire. Si vous prenez le plafond pour quelqu'un, par exemple, qui a des gros dividendes ou des revenus fonciers, donc on peut aller jusqu'à 8% du plafond de la Sécu, après l'abattement, ça fait à peu près 20 000 € par an. Donc là encore, c'est ce qu'on disait, c'est dommage de devoir être redevable de 20 000 €. Bon, enfin là, c'est vraiment un extrême, hein, mais peut-être moins, mais entre 10 et 15 000 € de cotisation subsidiaire, alors qu'en fait, on pourrait, via des charges sociales dans une structure, si le cédant a la possibilité de reprendre une petite activité et se rémunérer, de payer des charges sociales aux alentours de 44%. Donc, sur une rémunération, je ne sais pas, de 10 000 € par an, ça vous fait à peine 4 400 € de charges sociales qui vous permettent et de valider les trimestres et d'avoir l'assurance maladie sans être redevable de cette cotisation subsidiaire. Donc ça, c'est des petites stratégies, comme on disait, où on va essayer de conseiller le client pour optimiser un petit peu sa protection sociale en fonction de ce qu'il compte faire après la cession. Et donc le dernier point, c'était sur la partie solution. Sur la partie solution produit, ben forcément, le client, en fonction de son statut social, qu'il était soit président de SAS, soit éventuellement gérant d'une SARL, il bénéficie d'un certain nombre en général de contrats, au moins la partie prévoyance santé, voire des compléments pour la retraite. Et donc, on va essayer de reconstituer cette partie-là en regardant justement dans le détail les contrats dont bénéficiait le client et de lui reconstituer sa protection sociale après cession. Et donc maintenant, pour finir cette heure ensemble, on a souhaité vous présenter un cas pratique pour vraiment vous montrer comment, d'un point de vue pratico-pratique, on met en place ce type de stratégie donc d'avant-cession. Donc là, on vous a pris l'exemple, donc c'est un dossier qu'on a traité. On a pris l'exemple donc, de Monsieur Dupont qui détenait des parts donc dans un laboratoire. Donc, il détenait une partie de ses parts via un PEA et une autre partie de ses parts en direct. Et donc, se poser la question d'une cession qui arrivait et de savoir comment optimiser donc, la cession de ses parts.
Donc par rapport aux parts qui sont dans son PEA, à ce niveau-là, de base et de nature, c'était déjà optimisé parce que le PEA, plan épargne en action, je vous rappelle qu'il y a une franchise de fiscalité si le PEA a plus de 5 ans. Donc là, il a bien fait de mettre donc ses parts à l'intérieur de son PEA dès le départ, parce que du coup, là, on le voit, il a 2,5 millions d'euros au sein de son PEA en termes de valorisation, et donc ces 2,5 millions d'euros sont totalement exonérés d'impôt sur les revenus en termes de plus-value. Par contre, il payera uniquement les prélèvements sociaux lorsqu'il se retirera de son PEA. Et donc nous, on a vraiment travaillé sur les 3,5 millions d'euros qu'il détenait en direct. Donc dans un premier temps, et ça dans notre approche globale, on réalise donc une analyse patrimoniale où on va regarder vraiment les composantes patrimoniales, c'est-à-dire les composantes civiles, les composantes budgétaires, les composantes en termes de succession, pour vraiment après derrière mettre en place une stratégie qui est totalement adaptée à votre client. Donc là, Monsieur Dupont, il a 55 ans et il est marié sous le régime de la séparation des biens. Et il a 2 enfants de 22 et 18 ans. Donc tout d'abord, là, la chose qu'on peut regarder, donc ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Et en termes de patrimoine, il y avait une distinction assez importante, un différentiel assez important en termes de patrimoine entre les deux époux. Donc se posait déjà la question de protection du conjoint. Ensuite, quand on analyse le patrimoine par classe d'actifs, on se rend compte que dans son patrimoine, M. Dupont, donc, il a sa résidence principale, il a un pôle assurance vie, donc un pôle assurantiel assez important. Par contre, il n'avait aucun investissement immobilier autre et donc aucun autre actif patrimonial générateur de revenus. Et ça, c'était également une remarque qui a été faite parce que, au vu de la cession, il allait y avoir donc des revenus professionnels en moins, alors même que M. Dupont a 55 ans et donc n'est pas encore arrivé à l'âge de départ à la retraite. Et quand bien même, on sait très bien qu'au moment du départ à la retraite, on a toujours des diminutions en termes de revenus. Ensuite, au niveau du budget de M. Dupont, donc là, le budget en termes de salaire, monsieur avait 160 000 euros, madame 18 000 euros, et donc le budget était équilibré, c'est-à-dire que ce que gagnaient monsieur et madame était totalement dépensé dans les charges d'éducation, des charges diverses et dans les impôts. Donc ce qu'on a réalisé, parce que M. Dupont, suite à la cession de ses parts, va continuer à travailler dans un laboratoire, et donc monsieur après cession va passer de 160 000 euros de rémunération à 90 000 euros. Par contre, face à ça, son train de vie ne va pas diminuer pour autant. Certes, il y aura moins d'impôts à payer, par contre, quand on regarde les autres charges de train de vie, on voit bien que le solde budgétaire est déficitaire à hauteur de 50 000 euros. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment pris en compte dès le départ pour après, derrière, affiner notre stratégie d'optimisation de la cession. Dernier point qu'on a regardé, c'est l'estimation des droits en termes de succession, donc en cas de décès de monsieur. Et donc, on voit que là, au vu du patrimoine conséquent de monsieur, les droits de succession étaient relativement élevés. On avait à peu près 400 000 euros de droits de succession à payer par chaque enfant. Donc là, pareil, le but de la stratégie, c'était de se dire, pourquoi pas en profiter pour d'ores et déjà transmettre aux enfants. En plus, monsieur est encore jeune, donc si vous vous rappelez un peu tout à l'heure, le barème en cas de démembrement, usufruit, nue propriété, plus on est jeune, plus on donne jeune de la nue propriété, moins on paye de droits. Là, justement, c'était aussi le bon moment et c'était le moment d'en profiter pour anticiper la transmission. Et les objectifs donc qu'on a déterminés avec M. Dupont, dans un premier temps, c'était de maîtriser la pression fiscale de la cession, de générer des revenus post-cession parce qu'on a vu qu'il y avait un déficit budgétaire à combler de l'ordre de 50 000 euros par an, de protéger son épouse, car on voyait également qu'ils avaient un patrimoine assez différent en termes de valeur, et vu qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas de patrimoine commun, d'anticiper la transmission au profit de ses enfants, donc ça avait un but aussi de diminuer les droits en cas de décès. Et donc, nous également, on a été force de proposition en termes de solutions d'investissement suite à la cession pour répondre aux besoins budgétaires du client, et tout en maîtrisant la fiscalité. Donc, au niveau des stratégies, on va retrouver les 4 solutions possibles qui ont été évoquées en début de présentation. Donc, la cession en direct, la donation en pleine propriété, la donation en nue propriété et l'apport cession. Donc, on rappelle rapidement les avantages pour que ce soit bien clair pour vous de ces 4 solutions. La cession en direct, vous allez pouvoir récupérer les capitaux
En revanche, au niveau de l'optimisation fiscale, il n'y en a aucune. Vous payez plein pot la fiscalité. La donation en pleine propriété, on purge la totalité de la plus-value de ce qui est donné. En revanche, vous avez plus les capitaux, ils sont aux personnes bénéficiaires de la donation. En nue propriété, l'avantage, c'est que vous avez le contrôle des capitaux, la gestion, mais au niveau fiscal, on va purger que la plus-value à hauteur de la nue propriété. Et enfin, la dernière solution, c'était l'apport-cession. Donc là, fiscalement, c'est ce qu'il y a de mieux, puisqu'on optimise grâce au report d'imposition. Donc on ne paye pas la fiscalité sur la plus-value. Par contre, on n'a pas les capitaux en direct. Ils sont dans une société. Donc après, vous connaissez le traitement fiscal pour sortir les capitaux. Donc nous, notre rôle, ça va être de mixer ces solutions et de fixer le curseur avec le client. Et c'est pour ça, on l'a dit, on l'a répété depuis tout à l'heure, mais c'est important de connaître la situation du client, puisqu'en fonction de son cahier des charges, la répartition ne va pas du tout être la même. Et sur le tableau que vous voyez à l'écran, on va s'amuser à faire différentes combinaisons de ces solutions. Donc la première ligne, c'est 100% cession en direct. Et après, vous avez le détail dans la première colonne, sachant que des hypothèses, il y en a un nombre infini. Donc le but, c'est pas de toutes les faire, puisque de toute façon, c'est impossible, mais c'est quand même de fixer le curseur par rapport à ce qui convient le mieux au client. Donc on part de 100% cession en direct, 100% donation, 100% apport-cession, et après, on les mixe entre elles pour trouver le schéma idéal pour le client. Et là, sur ce dossier-là, c'est la solution en bleu qui a été retenue. Et si on veut juste s'intéresser aux optimisations, dans le cas de la cession 100% en direct sans aucune optimisation sur une cession à peu près de l'ordre de 3,5 millions, puisque quasiment la totalité était en plus-value, on se retrouve à avoir un frottement fiscal de 1 200 000 euros et j'ai rien transmis à mes enfants. Avec la solution retenue par le client, on arrive à une économisation totale sur la plus-value et les droits de succession de 850 000 euros. Donc vous voyez que le ratio par rapport à une cession de 3,5 millions, il est colossal. Et généralement, quand on bâtit ce type de stratégie, parce qu'il y a l'aspect fiscal bien évidemment qui rentre en jeu, mais pas que. C'est-à-dire que là, la solution qu'on a retenue, c'était même pas forcément la solution la plus avantageuse fiscalement, même si c'est déjà des grosses économies. Mais il y a aussi l'aspect protection, parce que comme on disait tout à l'heure, l'apport-cession, si on pousse le curseur trop loin, les fonds après sont bloqués dans la structure. Et il faut les sortir, ce qui peut poser problème. Et il y a également l'aspect psychologique. Et là, notamment en termes de donation, le but, c'est pas non plus de totalement se démunir au profit de ses enfants ou de son conjoint. Et c'est pour ça que la solution 100% apport-cession, qui est la plus optimisante fiscalement, elle n'est jamais retenue. Enfin, nous, on ne l'a jamais vue en pratique pour les raisons que Rémi vient d'évoquer, l'aspect psychologique et puis l'aspect budgétaire. Et là, ce client, on va le voir dans le budget, il avait vraiment cette volonté de création de revenus complémentaires. Pour lui, en fait, il voulait qu'on lui crée le maximum de revenus. Il ne voulait même pas être à l'équilibre, c'est un épicurien. Donc, il nous a dit, donnez-moi le maximum de revenus que je peux avoir, tout en optimisant la cession de mon entreprise. Et vous allez voir, quand on va vous montrer le budget post-stratégie, qu'on arrive finalement à un excédent budgétaire qui est assez important. C'est ça, parce que... Et aujourd'hui, cette création de revenus complémentaires, c'est également une problématique qu'on rencontre tous les jours. Pourquoi ? Pareil, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, d'un point de vue économique, on a des taux hyper bas. Et donc des taux de rendement de placement, notamment sécuritaires, qui sont au plus bas aujourd'hui. On vous a mis un petit exemple. En 2004, si vous placiez 1 million d'euros sur une assurance vie en fonds euros à 4,5, ça rapportait du 33 000 euros net de fiscalité. Aujourd'hui, là, on avait pris des chiffres en 2021. Ce placement rapporte à peine 11 000 euros. Et même, on est même en dessous avec les derniers rendements parce qu'on est plus aux alentours de 9 000, voire 8 000 euros net par an. Donc, on voit bien qu'on est quand même contraint à un contexte économique compliqué pour aller chercher du revenu aujourd'hui. Donc là, rapidement, quelles sont les solutions qu'on a préconisées à M. Dupont ? Déjà, à titre personnel, et Amélie y reviendra par la suite, mais via les fonds qu'il avait sur son PEA, on lui a recommandé d'investir dans des SCPI via une société familiale. Je laisserai Amélie développer après, mais ça permet de générer 30 000 euros de revenus par an. Ensuite, sur les liquidités démembrées, si vous vous rappelez tout à l'heure des 3 options possibles en cas de donation de nue propriété, là, on a mis en place une convention de démembrement avec, du coup, derrière, un remploi de ces fonds dans l'acquisition d'un bien immobilier en location meublée. Et même pour aller plus loin, c'est un bien en location meublée de colocation. On travaille aujourd'hui avec des partenaires qui sont force de proposition sur ce sujet de la colocation et de la location meublée. Et c'est un sujet aujourd'hui qui fonctionne très bien, et notamment en termes de rendement. Et donc, grâce à ça, on arrive à lui générer 26 000 euros par an. Ensuite, sur le reste de ces liquidités,
Et ça, c'est assez particulier avec les laboratoires en général, c'est que vu qu'il continue de travailler dans le labo, il réinvestit aussi une partie de ses fonds dans le labo. Donc là, il y a eu un échange de titres à hauteur de 750 000 euros. Dans la holding, sur la trésorerie libre, on a été force de proposition sur tout d'abord un fonds de private equity de dette privée qui rapportait du coup des coupons. On ne va pas rentrer dans le détail malheureusement aujourd'hui, mais on pourra en parler longuement. C'est très intéressant, mais ça permet de générer 8 000 euros de revenus dans la holding. Et à côté de ça, on est parti également sur un produit structuré, donc ça, un produit financier complexe et dédié pour lui qui lui génère 6 000 euros de coupons dans la holding par an. Sur la trésorerie à réemployer, là pour le coup, le client a réinvesti les 60% qu'il doit réemployer parce que l'apport a eu lieu moins de 3 ans avant la cession. Donc, il a réinvesti les 60% en globalité dans le laboratoire. Et donc, pour parler un peu plus longuement de la stratégie donc d'investissement en société civile dans une structure à l'IS, je laisse Amélie évoquer le sujet. Oui, malheureusement, on n'aura pas le temps de rentrer dans tous les détails, donc on vous a juste présenté une solution. La stratégie est la suivante. En fait, c'est vous créez une société familiale où vous mettez au capital majoritaire vos enfants. Donc là, M. Dupont, il a uniquement 5% de la société, mais c'est lui qui a l'argent en direct. Donc il va faire un apport en compte courant d'une partie de ses liquidités, dans l'exemple à 800 000 euros. Et donc, au départ, le capital est seulement constitué pour 1 000 euros. Donc, pour ces enfants, ce n'est pas coûteux d'être à 95% de cette société-là. Et après, alors évidemment, la SCI opte à l'IS. Puisque vous savez, les taux confiscatoires à l'IR, avec les tranches qui peuvent aller jusqu'à 45%, alors qu'à l'IS, jusqu'à 38 120, on est à 15%. Et le surplus, on est dès l'année prochaine à 25%. Si ça perdure, on croise les doigts. Donc, après... Pardon ? Oui, tout à fait. Bon, on est ravis du coup, avec les 800 000 euros, il achète des parts de SCPI. Pour simplifier la gestion, il a fait ce choix d'avoir des SCPI puisque c'est un véhicule collectif donc qui permet une mutualisation du risque. Les SCPI, ça va être des sociétés qui vont gérer un parc immobilier et les loyers vont être directement distribués aux associés tous les trimestres sans qu'ils s'occupent de rien. Donc ça présente les avantages suivants. Je passe rapidement et c'est des produits qui sont agréés auprès de l'AMF et dont l'information est transparente. Les clients savent exactement les biens qui composent la SCPI, les locataires. Il y a une transparence totale. Donc ça, c'était les avantages. L'intérêt du coût du montage, c'est le suivant, c'est que les loyers qui sont perçus, en moyenne, on est aujourd'hui autour de 4,5 sur ce type de placement. Les loyers vont uniquement être fiscalisés au taux réduit de l'IS, là, puisqu'on est inférieur à 38 120. En déduction, il y aura les charges comptables, puisqu'il faut quand même faire le bilan de cette société-là. Et lui, le client, comme il a une dette, puisqu'il a son compte courant d'associé, la société lui doit de l'argent, il va pouvoir récupérer les loyers de cette SCI directement sur son compte courant grâce au remboursement de son compte courant d'associé. Donc ça lui permettra d'avoir à peu près 30 000 euros de revenus par an grâce à ce mécanisme. Si on compare par rapport à une détention en direct, on a un différentiel de 10 000 euros par an. Puisqu'il était dans une tranche marginale de 30%, on rajoute les prélèvements sociaux, même s'il y a une petite partie qui est déductible, on arrive à 20 000 euros versus 30 000. Donc sur 27 ans qui est la durée pour rembourser totalement son compte courant d'associé, ça fait un différentiel de 270 000 euros. Donc c'est pas neutre. Et l'autre avantage, vous l'aurez compris, c'est le fait d'avoir mis les enfants à hauteur de 95%. Puisqu'au niveau de l'IFI, il n'aurait pas eu le droit à une réduction par rapport à ce montage-là, même s'il y a une dette. Ce n'est pas éligible, puisque c'est dans le cadre d'un prêt familial. Donc, il n'aurait pas pu déduire sa dette de compte courant d'associé. Donc, s'il avait eu les parts en direct, les 100%, il aurait dû déclarer 800 000 dans son IFI. Donc là, on aurait été pénalisé au niveau de la rentabilité. Là, dans ce montage, comme il a juste 5%, il aura juste à déclarer 40 000 euros au niveau de l'IFI. Donc, rien à voir avec 800 000 euros. Alors qu'il perçoit la totalité des revenus grâce à la dette qu'il a. Et un autre avantage du montage, c'est par rapport à l'optimisation successorale, puisque au fur et à mesure que le compte courant d'associé est remboursé, la dette diminue. Donc les enfants se retrouvent à être propriétaires d'un actif qui se valorise avec le temps, puisqu'au départ,
ils ont 95% d'un actif qui vaut 800 000, mais on a une dette qui vaut 800 000 aussi, donc ils n'ont pas grand-chose. Mais au fur et à mesure du remboursement du compte courant d'associé, ils s'enrichissent et à terme, au bout des 27 ans, ils sont propriétaires à 95% d'un patrimoine de 800 000 euros. Et cela sans avoir payé le moindre euro de droit de donation. Donc si on regarde au niveau successoral ce que ça donne, dans un cas, on aurait payé 320 000 euros, 40% des 800 000 euros par rapport à son patrimoine, alors que là, on va juste être redevable sur les 5% qu'il possède, donc 16 000 euros. Donc cette stratégie, elle est assez intéressante pour toutes ces raisons. L'aspect IFI, l'aspect revenu et l'aspect succession. Et du coup, en termes de budget post-stratégie, avec les solutions qu'on lui a préconisées, on voit bien que là, et comme le disait Amélie tout à l'heure, il nous avait demandé de lui créer le maximum de revenus possible. Donc là, on lui a créé des revenus qui lui permettent à terme d'avoir un solde budgétaire excédentaire à hauteur de 82 000 euros. Donc on passe d'un solde déficitaire à 50 000 euros à un solde excédentaire de 82 000 euros. Donc là, au niveau de son budget, de son train de vie, il n'y a plus à s'inquiéter, il est assez confortable. Donc, pour faire une petite synthèse de la valeur ajoutée du coût de cette stratégie, au niveau donc, des gains fiscaux, on était sur des gains estimés... C'était pas 450, c'était bien plus même ? Oui, c'était 850. Oui, c'était 850. On est sur des gains fiscaux estimés donc à 850 000 euros. Quand on prend l'impôt sur le revenu optimisé, les prélèvements sociaux optimisés, les droits de mutation à titre gratuit optimisés, on est à 850 000 euros rien que pour la cession, sans même parler du coup de l'optimisation qu'on a réalisée avec la stratégie qu'Amélie vient de vous présenter. Au niveau de notre mode de fonctionnement, comment on travaille donc chez Expert et Finance pour ces missions, on travaille via des lettres de mission. Donc qui dit lettre de mission dit facturation d'honoraires. Donc là, on a facturé aux clients des honoraires pour l'accompagnement avant cession, pour tous les conseils sur la stratégie pour optimiser la cession de ses parts, et pour également les conseils derrière de remploi et de création de revenus notamment. Et donc au total, sur cette lettre de mission, on était à 25 000 euros hors taxe d'honoraires facturés pour l'intégralité de l'accompagnement. Oui. Oui, on vous le confirme. On vous le confirme. Oui. Ouais, il faut voir le quart. Et même là, sur ce dossier-là, mais sur d'autres dossiers, enfin, on a souvent des honoraires d'avocats qui travaillent aussi sur ce type de session. Et les honoraires, ils sont plus aux alentours de 200 000 euros que de 20 000 euros. On vous le confirme donc. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des interrogations par rapport à ce qu'on vous a dit pendant cette heure. Je ne sais pas si toi, José, tu veux intervenir aussi pour conclure un peu cette heure. Il reste 3 minutes. Excuse-moi juste, José, avant que tu interviennes, de toute façon, nous, on va rester. Comme ça, si certains ont des questions, mais qui n'osent pas forcément prendre la parole devant tout le monde, on restera, donc vous pourrez venir. Et vas-y, José, on te laisse. J'ai un dernier témoignage, c'est qu'effectivement, comme vous disiez, monsieur, à l'instant, quand on voit ce qui se pratique sur le marché et qu'on met en rapport la valeur ajoutée qu'Expert et Finance propose grâce à cette analyse, d'abord l'analyse patrimoniale qui est faite, qui est le point de départ, et toute la structuration autour de la cession, il est clair que nous, les premiers, finalement, on tire un véritable avantage dans le fait qu'on fasse intervenir un tiers comme Expert et Finance, parce que, de fait, il nous accompagne aussi, et je crois que c'était dit en introduction, le fait que Expert et Finance se présente en complémentarité avec l'expert comptable nous permet de rester présent sur le dossier et de ne pas faire intervenir un fiscaliste, puisque je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais généralement le fiscaliste arrive aussi avec ses compagnons, et vous vous retrouvez parfois mis à mal en tant que partenaire pourtant historique sur le dossier. Donc je ne peux que vous recommander de travailler avec une entité comme Expert et Finance. Je pourrais croire que je suis là pour vendre leurs prestations, c'est pas le cas. Je suis juste pour témoigner. On lui a rien demandé, hein. Je tiens à le préciser. Faire, voilà. Merci quand même, José. Mais merci beaucoup. Alors, ça, le c'est une question spécialiste. pour moi. En fait, on en fait, mais on va pas faire des choses trop simples, tout simplement parce que je vous disais, en tout cas, moi, c'est ce que je constate, c'est qu'il y a des outils aujourd'hui, et même en allant sur le site de l'assurance retraite, vous pouvez faire quelques estimations. Donc, quand j'interviens sur un bilan retraite, c'est plutôt en stratégie fin de carrière. C'est que c'est pas forcément sur une histoire de cession, mais c'est que la personne se pose des questions en fonction de différents scénarios.
Et ça, quand vous mettez des scénarios, ça devient complexe d'obtenir votre réponse sur le site de l'assurance retraite. Voilà, c'est pas forcément, il va pas forcément, et nous, on va pas forcément l'accompagner sur une session avec des montants faramineux. Ça peut être un professionnel libéral qui arrête son activité. Peut-être que sa patientèle ou sa clientèle n'est pas revendable, mais voilà, il va se poser des questions sur la partie retraite, et à ce moment-là, en effet, on va l'accompagner sur ces sujets-là. Mais l'approche, elle est en général globale. C'est assez rare que sur ma partie sociale, j'intervienne tout seul. En général, la personne va aussi se poser des questions sur la partie justement du maintien du train de vie, et assez rapidement, on est justement mixé entre la partie sociale et la partie patrimoniale. Voilà, mais on peut faire. C'est... Excusez-moi, je me permets juste de vous interrompre pour vous remercier beaucoup tous pour votre attention, parce que je vois qu'il y a des gens qui partent, et on espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin des coordonnées, au cas où, on a les cartes de visite. Mais allez-y. Au revoir. Alors, la question de la retraite Madeleine, ça va être réglé puisque ça a disparu. Maintenant, c'est le PER. Après, répondre de but en blanc, comme ça, moi, je vous aurais dit, en tout cas, à 60 ans, je vous dirais non, parce que vous allez déduire fiscalement, certes, et même si le PER permet de récupérer du capital à la sortie, si c'est pour payer de l'impôt, alors ça dépend. Si vous faites une grosse économie fiscale, si vous êtes sur une tranche à 45 et vous dites qu'à la retraite, vous serez peut-être sur une tranche à 11 ou 30, bon, vous avez fait l'économie du delta. Mais sinon, en général, on va essayer de proposer, surtout si la personne a un petit peu de temps devant elle, mais pas beaucoup, on va essayer d'aller vers d'autres solutions que la partie épargne retraite. Et pourtant, chez Expert et Finance, c'est moi qui vais la proposer, mais on n'est pas là pour proposer une solution inadaptée. Donc, on va plutôt aller vers des solutions patrimoniales quand il y a peu de temps pour le client pour se faire un complément retraite. Et en termes de missions, on agit quand même sur beaucoup de missions. Aujourd'hui, on s'est consacré sur la transmission d'entreprise, mais bien évidemment, on fait de la gestion de patrimoine globale, classique. Donc, on agit aussi sur tout autre type de mission. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter en cas de besoin. Avec plaisir. On espère que ça... Thierry, je vous appelle. Voilà, le mieux, c'est comme ça. Oui, je vous appelle. On fait ça. Une question.